Bonsoir, mesdames et messieurs, le journal 20h, voici les titres. Souveraineté nationale et coopération militaire, un tournant pour le Sénégal à l'occasion de la journée des forces armées. Le président Bassirou Diomaye Faye annonce la renégociation des accords de défense liant le Sénégal à ses partenaires étrangers. Une décision présentée comme une étape décisive vers une coopération équilibrée et respectueuse de la souveraineté nationale. Le chef de l'État parle d'un partenaire nouveau fondé sur la confiance et l'intérêt mutuel. Terra meeting du PASTEF entre ferveur populaire et déception politique. Des milliers de militants ont répondu à l'appel d'Ousmane Sonko ce samedi sur l'esplanade du stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Une démonstration de force pour le parti au pouvoir, mais un discours qui, selon le journaliste Hassan Sambou, a manqué de souffle et de propositions concrètes, analyse et décryptage à suivre dans ce journal. Riposte politique, l'APR répond à Ousmane Sonko après les attaques du leader du parti PASTEF lors de son terrain meeting. L'Alliance pour la République monte au créneau. Les responsables du parti fustigent les contre-vérités de Sonko et défendent leur bilan dans la gestion du pays. Un bras de fer politique qui ne fait que commencer. Voici les titres à développer dans une poignée de secondes. Merci de votre fidélité renouvelée au programme de notre chaîne TV GTV Global Télévision. Avant de démarrer comme annoncé, donc juste un petit bref, le chroniqueur de la TFM, Badara Gadiaga, est libre. Il a été placé en liberté provisoire par le doyen des juges ce lundi, qui a ordonné son placement sous surveillance électronique mobile. Cette décision est intervenue malgré l'opposition ferme du parquet à toute mesure de libération. Pour rappel, la défense de M. Gadiaga avait introduit cette demande après l'audition au fond de leur client incarcéré depuis juillet dernier. Le chroniqueur est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, discours contraires aux bonnes mœurs et offense à une personne exerçant tout ou une partie des prérogatives du président de la République. Badara Gadiaga a toujours rejeté les faits qui lui sont reprochés lors de son audition à la division spéciale de cybersécurité. Au moment de son arrestation, il avait nié toute intention malveillante. Il a réitéré cette position devant le juge d'instruction, soutenant qu'il a commis aucune infraction. Comme annoncé en début journal, journée des forces armées, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye a annoncé ce lundi à la renégociation des accords de défense du Sénégal lors de la cérémonie commémorative de la journée dédiée aux forces armées qui s'est tenue au camp militaire de Dial Diop. Le chef de l'État a affirmé que le pays avait franchi une étape décisive en revoyant des accords qui pouvaient être perçus comme une atteinte à la souveraineté du pays. Il a précisé que ces accords revisités s'inscrivent aujourd'hui dans un cadre de coopération équilibrée, mutuellement respectueuse et résolument fournie, donc tournée vers l'avenir. Le chef de l'État s'est exprimé au micro de Mohamed Mansour Diassé. Et m'offre l'occasion, en ma qualité de chef suprême des armées, de réaffirmer à tous ma satisfaction et mon ambition inaltérable de donner à notre pays les moyens de défendre sa souveraineté en tout temps et en tout lieu, pour poursuivre dans la stabilité et la confiance sa marche résolue vers un développement économique et social harmonieux. Le Sénégal a franchi une étape décisive en renégociant les accords de défense qui pouvaient être perçus comme une atteinte à notre souveraineté. Ces accords revisités s'inscrivent aujourd'hui dans un cadre de coopération équilibré, mutuellement respectueux et résolument tourné vers l'avenir. C'est pourquoi la nouvelle doctrine de coopération internationale en matière de défense et de sécurité sera fondée sur nos intérêts, nos valeurs et notre vision du monde. Elle permettra à notre pays de faire des choix de manière souveraine, avec une voix sénégalaise à la fois lucide
responsable et conforme à notre vision de la sécurité et de la stabilité. À l'évidence, les champs de confrontation d'hier ne sont plus exactement ceux d'aujourd'hui. Les rapports de force militaire se jouent de plus en plus dans la maîtrise technologique de l'information et du cyberespace. C'est pourquoi la modernisation de nos forces armées est devenue un impératif stratégique. Direction à la capitale du Rail, où les étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès, notamment ceux originaires de Matam, ont organisé ce lundi 10 novembre un point de presse pour dénoncer les conditions de vie et d'études précaires. Leur doléance porte sur donc des problèmes d'hébergement, de restauration, d'encadrement médical et d'accompagnement financier. Face à ces difficultés, ils interpellent les autorités de Matam de leur venir en aide. Voici Awa Touré ou bien Charles Faye, président de l'amicale, et au micro de notre correspondant. Aujourd'hui, il faut le dire haut et fort, ce sont les étudiants eux-mêmes qui, par leurs propres moyens, payent le loyer. Et malgré cela, certains sont en troisième année, ils n'ont plus de bourse. Certains en première année ne sont pas des boursiers. Mais la situation est devenue très alarmante. Beaucoup d'entre nous sont contraints d'abandonner. Parce que l'année dernière, on a noté que la plupart des étudiants sont venus jusqu'ici à Thiès et par la suite ils sont rentrés par faute de logement. Et cette année, nous allons accueillir plus de 100 nouveaux bacheliers et sans accompagnement, sans logement, ni aide, ni subvention. Eux-mêmes, s'ils viennent ici, ils vont vivre le calvaire que nous vivons. Nous lançons un appel solennel à toutes les autorités de la région de Matam, à tous les dignes fils et filles de la région de Matam, à toutes les bonnes volontés de nous venir en aide. Parce qu'actuellement, nous ne pouvons plus payer le loyer. Nous sommes en 3 mois derrière et jusqu'à présent, on n'a rien eu. C'est qu'on a eu à écrire des lettres, on a même envoyé... Parfois même on appelle certaines autorités, ils ne prennent pas l'appel. Aucun maire n'a répondu à notre appel. Aucun maire n'a répondu à nos lettres. Développement des compétences autour des métiers du pétrole et du gaz. 15 jeunes déjà formés à l'Institut national du pétrole et du gaz, INPG, et la société MODEC ont organisé ce lundi 10 novembre la cérémonie officielle de signature du protocole d'accord financier et le lancement du programme de formation des techniciens recrutés par MODEC. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme de développement des compétences locales aux métiers pétroliers et gaziers. Au total, 14 jeunes sont concernés pour cette première édition. Compte rendu signé Amsatou Gano, Boubacar Ibrahim Diagne. Programme de développement des compétences locales soutenu par le Comité national de suivi du contenu local et la société Woodside, l'Institut national du pétrole et du gaz et la société MODEC ont procédé à une signature d'accords financiers et le lancement du programme de formation des techniciens. L'initiative témoigne de la volonté commune des acteurs publics et privés de renforcer la formation et l'employabilité des jeunes Sénégalais dans les métiers stratégiques du secteur pétrolier et gazier. Dans nos contrats pétroliers, quand vous prenez 100%, les 75% ce sont les coûts. Les coûts, c'est quoi? C'est la maintenance, l'opération, les techniciens, les salaires et tout. Si on fait de telle sorte qu'on ne trouve que des Sénégalais dans cette chaîne de valeur-là, donc on va grappiller 40 à 50% de ces coûts-là. Donc c'est même beaucoup plus rentable que ce qu'on gagne dans les revenus pétroliers qu'on partage avec le secteur. Pour la première cohorte, 14 jeunes sont choisis parmi 2000 candidats pour être formés à l'INPG durant 6 mois, selon le représentant du ministre du Pétrole, du Gaz et des Mines, Pape Sambaba. Aujourd'hui, 14 jeunes Sénégalais, le directeur général de l'INPG l'a mentionné tantôt, tous diplômés, en tout cas avec des diplômes d'ingénieurs aujourd'hui, qui ont été au terme d'un processus très sélectif, retenus pour suivre en tout cas cette formation qui devra à terme les doter des outils nécessaires pour s'impliquer dans l'industrie pétrolière et gazière. Ce programme est financé par Woodside via MODEC pour le développement local. Ainsi, M. Ba incite aux sociétés nationales à redoubler d'efforts pour former davantage les jeunes et penser à leur intégration dans l'industrie.
énergétique. Aujourd'hui, c'est toute la volonté, en tout cas aujourd'hui, du Sénégal, à travers toutes ces entités, que ce soit l'État ou ses démembrements opérationnels, dont Petrosen notamment, mais qui étant notamment aux autres acteurs de la chaîne de valeur, doivent continuer en tout cas les efforts pour pouvoir former davantage de jeunes, les aider à s'intégrer dans cette industrie qui est le socle, on va dire, du développement et de la stratégie à long terme d'émergence du Sénégal. Parlons politique, un autre chapitre dans cette édition. Lors de son terrain meeting, Ousmane Sonko a vivement dénoncé la persistance du système qu'il accuse d'être toujours en place. Il a mis en garde ceux qui tentent de nier l'existence de la dette cachée laissée par l'ancien régime et tout en les accusant de détournement de fonds politiques. Le Premier ministre a par ailleurs réaffirmé son engagement à gérer avec transparence et à respecter ses promesses concernant l'utilisation de ces fonds politiques. Il est au micro de notre correspondant. Par des rapports à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA, j'ai écrit à Diomaye pour demander que ces personnes soient traduites à la justice. On ne peut pas appeler au Djoubanti alors que dans notre attelage gouvernemental, il y a des personnes qui ont été épinglées par des rapports. Il faut que ça soit clair. On ne peut pas gouverner le pays sans mettre tout le monde au même pied d'égalité devant la justice. Parler aussi des alliés. J'ai dit les alliés doivent tourner autour de Pastef et non autour du président Diomaye. La coalition Diomaye président doit tourner autour de Pastef, puisqu'il y a des personnes qui ne pèsent absolument rien en politique qui s'accrochent à cette coalition. Parlant de la justice, j'ai dit on doit faire des réformes dans cette justice, puisqu'il y a des personnes, ils ne veulent même pas entendre le nom d'Ousmane Sonko. Donc, il est temps d'assainir la justice, même s'il y a des personnes dignes qui font très bien leur travail. Mais c'est temps pour nous, si on veut mettre en place notre projet, mettre en place les réformes que nous souhaitons, il faut qu'il y ait un assainissement de la justice pour que le travail que nous souhaitons pour les Sénégalais puisse être fait de manière claire et transparente. C'est ça mon souhait. Merci Mohamed Mansour Diassé. Nous y restons toujours ce chapitre politique. Ce 8 novembre 2025 à l'esplanade du stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, le terrain meeting organisé par le parti Pastef, les Patriotes et son leader Ousmane Sonko a rassemblé des milliers de personnes. Selon l'analyste politique Hassan Sambou, autant la mobilisation a été une réussite, autant le discours également a été par contre une déception. Il s'est exprimé au micro de Ndéla Ndiaye. Autant la mobilisation a été une réussite, autant le discours dans le fond a été une déception. Il n'y a pratiquement pas grand-chose de nouveau par rapport à ce qu'il a dit, contrairement à ce qu'il avait promis, que ce serait un discours historique, etc. Ce qui était exceptionnel, c'est la mobilisation. Bien sûr, du point de vue de la communication non verbale, on peut lire du fait de la mobilisation le fait qu'il a voulu faire une démonstration de force. Dans le but, certainement, de montrer à son opposition qu'il reste populaire au sein des masses et que, bien entendu, il est toujours l'homme qu'il a été du point de vue politique. L'autre aspect, c'est la pression mise contre le Diomaye et certains de ses collaborateurs qui sont proches de Diomaye, beaucoup plus de Diomaye que de lui, pour leur dire qu'il détient justement la légitimité populaire et qu'il reste toujours ce Ousmane Sonko qui a élu Diomaye, mais qui détient aussi cette force politique nécessaire, effectivement, pour les prochaines conquêtes électorales, mais pour une bonne stabilité également du pays. Je pense que c'est le message qu'il a voulu lancer. Du point de vue des paroles, il s'est retenu. Certainement, il n'a pas dit tout ce qu'il voulait dire. On l'a senti, mais c'est un peu la mobilisation qui a parlé à sa place. Et on a compris le message. Quelque part, on sait qu'il y a des problèmes au sommet de l'État. Nous savons qu'il y a des problèmes au niveau de la coalition, mais bien entendu, quelque part aussi, il a voulu également parler à son opposition pour montrer qu'il occupe toujours le terrain. Il est important de mentionner qu'il a été préoccupé par sa candidature en 2029 et qu'il compte faire réviser son procès.
c'est pour ça qu'il s'en est attaqué aussi violemment à la justice. Le problème pour lui, c'est de participer aux élections de 2029, bien sûr, et de gagner les locales 2027. Donc, c'était un peu le soubassement de toute son action. Hormis les divergences qu'il y a au sommet, c'est des divergences qui s'expliquent d'ailleurs par le fait que le rabat d'arrêt l'a rendu, pour certains, inéligible. C'était à l'instant le journaliste Hassan Sambo dans un contexte où les autorités diffusent leur propre lecture des événements. Le rôle du journaliste est souvent mis à l'épreuve. Doit-il se contenter de relayer donc la version officielle ou aller plus loin dans la recherche de la vérité entre éthique et indépendance et devoir d'informer? La question divise autant les professionnels que le public. C'est un reportage réalisé par Adjaratou Ndeye Fatou Diop Serigne. Les versions officielles ne suffisent toujours pas à comprendre la réalité d'un événement. C'est ce que rappellent plusieurs voix dans ce reportage. Pour l'expert en médias Pape Ibrahima Ndiaye, le journaliste a le devoir de vérifier, de recouper et de confronter les sources car l'information n'appartient à personne. Elle se construit. Le rôle du journaliste qui est en face d'un fait, c'est de relater les faits. Le journaliste est tenu par les faits parce que on dit qu'en journalisme, les faits sont sacrés, bien que le commentaire soit libre. Un journaliste, son travail, c'est de collecter les informations qui sont portées par des faits avérés. Pour Amadou Sabarba, le journaliste interrogé reconnaît que la tâche est parfois difficile. Entre les contraintes de temps et les pressions, il faut trouver le juste équilibre entre rapidité et rigueur. C'est à plusieurs niveaux, c'est à plusieurs niveaux, il faut l'avouer. Déjà, ici, les médias sont dans le factuel, donc le travail demandé, le travail requis, ça ne se fait pas. Donc, on se limite des fois sur un discours officiel disant que bon, c'est le discours officiel, alors que le discours officiel peut être remis en question et puis remettre en cause carrément pour creuser, fouiller et voilà encore. Mais malheureusement, ça c'est un aspect. Du côté des citoyens, les avis sont partagés. Certains estiment que les journalistes se contentent trop souvent de répéter ce que disent les autorités. D'autres, plus indulgents, rappellent que le métier n'est pas toujours simple, surtout face au manque d'accès à certaines sources. J'ai confiance aux journalistes et je crois aux informations qu'ils donnent. Je pense qu'ils les vérifient avant de nous informer. Donc je pense que c'est des informations qui sont fiables et les journalistes sont responsables. Je pense qu'ils vérifient et revérifient encore avant de sortir des informations. Oui, les journalistes, je pense qu'ils nous informent juste vrai. Il y a de très bonnes informations qui sont divulguées par les journalistes. Mais tous s'accordent sur un point. La confiance du public dépend de la capacité des journalistes à ne pas s'arrêter à la version officielle. Et parlons de la réplique de l'Alliance pour la République suite donc à la sortie du leader du parti Pastef les Patriotes lors de son Terra Meeting ce samedi 8 novembre au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Le président du parti Pastef les Patriotes est revenu à la charge sur l'ancien régime. Selon Ousmane Sonko, l'APR est le seul et unique responsable de la situation économique actuelle du pays. Ensuite, il demande la dissolution du parti et demande à Macky Sall de revenir dans le pays pour s'expliquer suite à ces propos. Les membres de l'Alliance pour la République n'ont pas tardé à répliquer. C'est d'ailleurs l'objectif de leur point de presse ce lundi. Donc dans cet après-midi, nous écoutons les propos de Abdou Mbow, député à l'Assemblée nationale. M. Ousmane Sonko a dit que quiconque dit que la dette cachée n'existe pas ira en prison. Ousmane Sonko, moi je dis que la dette cachée n'existe pas au Sénégal. Ce que je dis, ça peut être documenté parce que ce qu'on dit, nous le disons avec des faits. D'après les investigations qu'on a faites et qu'on a dit partout, ce qu'ils disent d'être caché, c'est environ 4 700 milliards. Et sur ces 4 700 milliards, 30% peut passer la dette contingente, c'est-à-dire les sociétés qui est tout le temps montrée par le bulletin statistique de la dette
qui n'est pas sorti depuis juin 2014 et on demande sa publication. Jusqu'à présent, ils l'ont caché. Malheureusement, nous avons à la tête de ce gouvernement quelqu'un qui n'est même pas au courant de ce qui se passe dans l'État. Il s'est permis de dire que Pape Malick Ndour a été épinglé par le rapport du PRODAC. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le rapport du PRODAC, si vous allez dans le net, il y a un article sur Dakaractu, c'est le 11 juin 2018, c'est sorti, 11 juin 2018. Celui qui a produit le rapport, Dieu est pitié de son âme, il s'appelle Sambala Ouédié. Il est décédé au mois d'octobre 2018. Et Pape Malick Ndour, écoutez bien, a été nommé en juin 2019. Ousmane Sonko veut installer une dictature dans ce pays, mais nous avons une justice debout et des magistrats debout. Toujours politique, le collectif Rappel à l'ordre de Thiès a organisé un point de presse lundi pour dénoncer les dérives du régime en place, notamment suite à l'organisation du terrain meeting du leader du parti PASTEF et Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko. Selon plusieurs personnalités de l'État, ont mobilisé des moyens énormes pour la réussite de l'événement au moment où la population continue de souffrir. Écoutons la coordinatrice du mouvement, elle est au micro de notre correspondant. Nous devons rappeler à l'ordre le gouvernement actuel. Rappel à l'ordre, le mouvement citoyen, c'est un collectif de mouvement. Nous devons rappeler à l'ordre le gouvernement actuel. Rappel à l'ordre, le mouvement citoyen, c'est un collectif de mouvement. Nous avons la mission et l'obligation même de rappeler à l'ordre à nos gouvernements actuels, de leur dire de revenir à la raison et de dire non à tout ce qui ne va pas, de dénoncer les injustices. C'est notre mission première, c'est notre combat. Donc c'est la raison pour laquelle même notre collectif, qui est un collectif citoyen, porte le même nom, c'est-à-dire rappel à l'ordre. Tout à l'heure, mon collègue l'a souligné, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ce pays. Hier, ce qui s'est passé dépasse même l'entendement, parce qu'un leader qui se réclame être un leader qui est aimé par le peuple et de même que la jeunesse, donc il doit montrer le bon exemple. Il passe tout le temps à réclamer des rapports. Je dirais que c'est nous-mêmes qui devons réclamer des rapports, donc nous avons ce devoir-là, cette même obligation de leur pousser à nous fournir des rapports. Parce qu'hier, le président de l'Assemblée nationale, qui autrefois n'avait absolument rien, donc hier il a fourni 52 cas. Donc je me pose la question à savoir où est-ce qu'il a débusqué cet argent alors qu'auparavant il n'arrivait même pas à faire de tel qu'il nous fournisse des rapports concrets. Caisse noire, rapport. Nous rapport. Placé sous le thème transition épidémiologique et démographique pour fermer ce chapitre politique, la Société sénégalaise de géatrie et de géontologie a ouvert ce vendredi 7 novembre 2025 son premier congrès au King Fahd Palace. Un événement en hommage au président Mamadou Racine Sy, marqué par un appel à une meilleure protection des aînés et à un engagement renforcé de l'État pour également leur prise en charge. Écoutons le professeur Mamadou Koumé, président de la SCSGG, et Moussé Tino, premier vice-président de la Société de la Caisse de Sécurité Sociale. Ils sont au micro de notre correspondant. Vous savez, il y a un vieillissement rapide de la population sénégalaise. Le taux d'accroissement des personnes âgées, qui est de 3,7%, est de loin supérieur au taux d'accroissement de la population générale, qui est de 2,7%. Donc chaque année, il va y avoir de plus en plus de personnes âgées. Nous allons connaître en 25 ans ce que les pays développés ont connu en 100 ans, c'est-à-dire le vieillissement rapide de la population. Le doublement de la population de personnes âgées s'est opéré en 100 ans dans les pays développés. Ce doublement va s'opérer en 25 ans. En plus, nous avons la persistance des maladies aiguës
mais l'émergence des maladies chroniques. Vous avez les pathologies cardiovasculaires en tête desquelles l'hypertension artérielle, les pathologies métaboliques, les affections neurosensorielles, et j'en passe, plus les syndromes gériatriques qui sont caractéristiques du sujet âgé. Et ces maladies, à son écouteur, le secrétaire général l'a dit, mettent à rude épreuve notre système de santé qui a déjà dépassé ses limites. C'est donc un défi de santé et de développement. Face à ça, il y a la rareté des ressources humaines et des ressources matérielles pour relever ce défi de prise en charge des aînés. Parce que le vieillissement de la population constitue un lourd fardeau familial. Aujourd'hui, si vous jetez un regard sur la protection sociale, seuls 30% des personnes âgées bénéficient d'une protection sociale répartie entre l'IPRES et le Fonds national de retraite. Les 70% n'ont pas de protection sociale. Bien sûr, le plan Sésame tente de relever ce défi. C'est une initiative gouvernementale, mais le gros du défi reste à la charge des familles. Le président Racine Sy, personnellement, n'a pas hésité en tant que président du conseil d'administration des deux structures à tour de rôle à demander à ce que les investissements puissent être faits pour, dès le départ, prendre en charge et du mieux possible la santé de nos aînés. Et un round-up sur l'actualité internationale pour boucler la boucle donc avec Aïssa Touba. Pour l'actualité hors de nos frontières de ce lundi 10 novembre, d'abord en Guinée, la Cour suprême a dévoilé la liste provisoire des candidats retenus pour la prochaine présidentielle dans la soirée du samedi 8 novembre. Parmi eux, 7 se présentent sous la bannière d'un parti politique. Les 2 autres, dont le président de la transition, Mamadi Doumbouya, y participent en indépendant. Une trentaine de dossiers ont été rejetés. Au Mali, les écoles et universités du pays accueillent à nouveau les élèves. Cela faisait 2 semaines que les cours étaient suspendus dans tout le pays. Les autorités maliennes de transition avaient dû prendre cette mesure exceptionnelle en raison de l'embargo sur les importations de carburant imposé depuis début septembre par les djihadistes du Jénim liés à Al-Qaïda. La pénurie massive d'essence empêchait élèves et professeurs de se rendre dans leurs établissements. Ce lundi matin, les cours ont repris. En France, Nicolas Sarkozy va sortir de prison. La Cour d'appel de Paris a ordonné ce lundi 10 novembre la remise en liberté de l'ancien président français incarcéré depuis le 21 octobre 2025 à la santé après sa condamnation dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle. La prison, c'est dur, c'est très dur. Ça l'est certainement, a déclaré l'ancien président. Et pour finir, le monde au chevet de la planète, la 30e conférence de l'ONU sur le changement climatique s'ouvre à Belém, aux portes de l'Amazonie brésilienne. COP des peuples, COP de la vérité, COP de l'action. La présidence brésilienne ne manque pas de formules pour désigner la grande messe annuelle du climat. Jusqu'à 50 000 personnes sont attendues sur place, soit près de 190 délégations. L'année dernière, la COP 29 s'est soldée par un échec. Les pays riches ont promis 300 milliards par an d'ici 10 ans pour aider les pays pauvres. Il en faudrait au moins 4 fois plus. Le Brésil veut donc proposer d'atteindre 1300 milliards de dollars. Voilà, c'est cette note sur l'actualité hors de nos frontières qui met en terme cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique qui était derrière. Je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de nos programmes qui se poursuivent également sur la magie de la télé, la GTV, Global Télévision. Bonne soirée.